aux journées RPR, un discours de candidat au présidentiel. Monsieur, bonsoir. Un horaire inhabituel pour vous comme pour nous. Football oblige. Monaco-Valence, qu'Antenne 2 a décidé de retransmettre ce soir, commence en effet à 20 h. Aussi, avons-nous décidé en conséquence d'avancer ce journal qui aura quand même sa durée normale. Je vous prie donc de nous excuser pour ces modifications tardives de programmation. Ce soir encore, nous commencerons ce journal par la guerre entre Bagdad et Téhéran qui prend des proportions inquiétantes. Hier, je vous annonçais que le centre atomique de Tamouz, près de Bagdad, avait été bombardé. Un centre de recherche mis en place par les techniciens français. Pas de victimes, mais bien des questions. C'est en effet la première fois que pendant une guerre, on recourt à cette nouvelle méthode de dissuasion en quelque sorte. Alors bien sûr, tout le monde se pose des questions sur les risques. Georges Leclerc essaie d'y répondre. Bombarder un centre de recherche atomique ou bombarder une centrale nucléaire, ce n'est pas du tout pareil. Une centrale nucléaire, comme celle que nous avons en France, comporte une enceinte de béton dont les murs, vous le voyez ici, sont très épais. 1 mètre de béton armé pour protéger le cœur qui comporte l'uranium et les combustibles radioactifs. Un centre de recherche nucléaire, comme celui d'Ashtar dans la banlieue de Bagdad, ressemble plutôt aux annexes d'une centrale nucléaire, c'est-à-dire les murs sont ordinaires, c'est de la tôle, des verres anti-radiation, donc beaucoup plus fragiles. Si une bombe tombe sur la partie qui contient l'uranium, le combustible donc, on voit un risque, c'est la dispersion de cet uranium dans l'environnement et la contamination de toute une zone. Alors pour ce qui se passe en ce moment en Irak, comme nous sommes en période de construction du centre d'Ashtar, la France a fait évacuer l'ensemble du personnel de construction, puisque en période d'hostilité avec les risques de bombardement, ce n'était pas la peine de les maintenir. Par contre, il reste une équipe de surveillance, une équipe de volontaires français chargée d'assurer la surveillance des installations et peut-être celle de l'uranium. Parce qu'on ne sait pas officiellement, on s'est refusé à tout commentaire là-dessus au commissariat à l'énergie atomique, si l'uranium français a déjà ou non été livré au centre atomique d'Ashtar chez les Irakiens. Oui, la France a demandé ce matin à l'Iran et à l'Irak de répondre à l'appel du Conseil de sécurité des Nations Unies, les invitant à mettre fin à leur conflit. C'était un Conseil des ministres. La France, qui ne semble pas en odeur de sainteté en Iran, vive critique contre Paris sur Radio Téhéran. Quand les intérêts de tels pays sont menacés, ils n'ont d'autre recours que de montrer les crocs et de faire la guerre, a dit la radio nationale. En Irak, maintenant, sur place, l'évolution du conflit avec Gérard Sebag. Avec l'armée irakienne, je me trouvais ce matin et cet après-midi à 20 km de la ville d'Awaz. J'ai atteint cette position après un voyage épuisant de près de 80 km en véhicule tout-terrain, dans un désert de sable, ou plutôt de poussière, une poussière fine qui pénètre partout et bloque les poumons. C'est sans doute dans un désert comparable que les troupes américaines ont tenté leur opération pour libérer les otages, et je comprends maintenant leurs difficultés. J'ai pu constater sur cette position, tout d'abord, que l'armée irakienne s'est enfoncée en territoire iranien sans une couverture anti-aérienne efficace. En effet, au moment où nous nous trouvions sur cette position, à plusieurs reprises, les fantômes iraniens sont apparus et ont bombardé à très basse altitude des objectifs, notamment un camion de munitions qui a explosé et une batterie d'artillerie. Ils sont repartis à travers le désert sans être inquiétés. J'ai également remarqué que les Irakiens s'installaient avec de l'artillerie lourde et ils bombardent les environs d'Awaz. Ils contrôlent des portions de territoire. Notamment, ils coupent la ligne de chemin de fer et la route goudronnée qui mène de Khorramshahr à Awaz. Cependant, aussi bien à Khorramshahr qu'à Awaz, qui est bouclé, l'armée iranienne n'arrive pas à donner le coup de boutoir définitif, un coup de boutoir qui leur permettrait de contrôler véritablement l'ensemble du Chott el-Arab. Et l'Iran a promis à la communauté internationale ce matin que le détroit d'Ormuz resterait ouvert, ce qui est, vous le savez, le premier désidératum de tous les Occidentaux. Philippe Rochaud vient de rencontrer un conseiller du président Bani Sadr. And we accept a ceasefire. This is a spirit of a revolutionary people of Iran. It is the same as when the France was occupied by foreigners. Were you ready to accept a negotiation or anything until you
put all of the soldiers out, then we are ready for any ceasefire. But they say that this is their land, that Shat al-Arab is an Iraqi land. Okay, even if they say so, it is something debatable. We don't accept any negotiation under pressure. They go out of their land, Iranian lands, then we sit at the tables and we negotiate with them, and if even they didn't accept or we couldn't get to a conclusion, we can take the matter to international courts. We are ready for any negotiations, but with conditions that they go out of the country, they don't interfere to the internal problems of Iran, and they accept and announce a ceasefire, then we are ready for negotiation. Otherwise, no negotiations at all. Devant la prolongation des hostilités et puis l'internationalisation du conflit en quelque sorte, il n'est pas inutile, je crois, de prendre un petit peu de champ et de ne pas rester le nez collé sur la frontière irako-iranienne. Alors Georges Bortoli, carte à l'appui, fait le point sur le jeu des grandes puissances dans cette région stratégique. L'élément le plus important, c'est la prolongation un peu inattendue du conflit. Les Irakiens occupent évidemment une bande frontalière à l'intérieur du territoire iranien, mais ils n'ont pas vraiment coupé les communications entre Téhéran et sa province pétrolière du Sud, et encore moins réduit le régime de l'ayatollah Khomeini aux abois. Et à mesure que ce conflit se prolonge, ses implications internationales deviennent plus évidentes. Au sein des pays arabes et musulmans, l'Iran paraît évidemment assez isolé, encore que la Syrie puisse lui fournir peut-être une aide discrète par hostilité de cette Syrie à l'Irak voisin, et qu'on puisse trouver aussi une certaine compréhension à l'égard de l'Iran de la part de la lointaine mais riche Libye. Tous les autres pays arabes sont plus ou moins, presque tous en tout cas, favorables à l'Irak, les uns discrètement, les autres tout à fait officiellement, comme le gouvernement tunisien. L'Iran, pour sa part, a fait ce matin une opération séduction, une espèce de clin d'œil à l'adresse des Occidentaux en parlant de ses efforts pour maintenir la libre navigation des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Sous-entendu, vous pouvez nous faire confiance à nous Iraniens, nous sommes des gens sérieux, tandis que si les Irakiens prenaient notre place, ça serait peut-être différent. Mais les Américains se méfient, puisqu'ils installent en Arabie Saoudite 4 avions radars, les fameux AWACS, pour détecter et prévenir toute attaque possible sur les installations pétrolières des pays du Golfe. Cette méfiance, bien entendu, envenime la méfiance des Soviétiques, qui redoutent de voir les États-Unis intervenir dans cet incendie du Moyen-Orient. Or, les Soviétiques sont extrêmement présents autour de cette région du monde, puisqu'ils sont notamment en Afghanistan, qu'ils sont au sud Yémen, qu'ils sont aussi un petit peu en Éthiopie, et enfin et surtout qu'ils ont une frontière commune avec l'un des deux pays belligérants qui est l'Iran. C'est dire que rien, absolument rien, ne peut se faire sans les Soviétiques ou contre les Soviétiques dans cette région du monde. Alors il manque dans tout cela l'action de la France. Où est-elle? Que fait-elle? Eh bien, elle n'est pas directement stationnée dans le golfe Persique, mais c'est de Djibouti qu'elle rayonne sur l'océan Indien. C'est une enquête de François Cornet. Les forces maritimes françaises de l'océan Indien sont basées à Djibouti, soit à environ 2500 km du détroit d'Ormuz. Elles sont composées d'une quinzaine de bâtiments, aviso-escorteurs, frégates, patrouilleurs, transports de troupes, navires ateliers, ravitailleurs et d'un avion de chasse anti-sous-marine, le Breguet Atlantique. Mission, surveillance des voies de circulation des pétroliers à destination de l'Europe et sauvegarde des intérêts économiques de la France en océan Indien. Une zone de patrouille pour les unités de la Marine nationale, vaste comme 35 fois la Méditerranée. Un océan dont certains riverains possèdent les principales ressources pétrolières du monde et où transitent 60% des importations de brut à destination de la France. Un océan qui baigne 34 pays et qui regroupe un tiers de la population mondiale. Un océan avec ses facteurs de déstabilisation, ses tensions et aujourd'hui sur ses côtes du nord-ouest, sa guerre entre l'Irak et l'Iran. La flotte française patrouille aujourd'hui à proximité d'Ormuz, mais elle n'entre plus dans le détroit ni dans le golfe Persique. Elle ne mouille plus non plus, comme il y a 2 mois à peine, dans les ports du Golfe. Elle attend, comme les marines soviétiques ou américaines, les ordres, tout en poursuivant l'entraînement à la mer. Cette flotte française sera-t-elle amenée à défendre aux côtés d'autres puissances la route du pétrole? Personne ne peut répondre pour l'instant à cette question. Nos forces maritimes en océan Indien n'ont pas été renforcées depuis le début du conflit irako-iranien. Certes, les bâtiments de combat de la Marine nationale sont sans doute plus présents aujourd'hui qu'hier, à proximité d'Ormuz,
Mais ils sont loin d'être les seuls chiens de garde aux approches du Golfe. Les États-Unis disposent de 25 navires dans la région, dont 20 unités de combat et 2 porte-avions. L'Union soviétique maintient en permanence une douzaine de navires de combat et une quinzaine d'unités de soutien. Le porte-avions Minsk croise également dans les parages. La marine britannique dispose d'une dizaine de bateaux dans l'océan Indien et l'Allemagne fédérale a envoyé dans la région 2 escorteurs. En ce qui concerne les forces terrestres, la France maintient à Djibouti à La Réunion quelques 8000 hommes. L'Union soviétique est en mesure, selon les experts militaires, d'envoyer dans le Golfe une division de combat en 12 heures et les Marines américains peuvent être aérotransportés rapidement sur place depuis les bases américaines implantées en Europe. Chacune de ces puissances ne parle pas, bien sûr, de ces sous-marins nucléaires, mais nul n'ignore qu'ils font eux aussi partie de la gigantesque armada. La route de l'or noir est bien protégée. Voilà ce soir ce que nous pouvions dire sur le conflit du Golfe. Deuxième point chaud dans le monde, la Pologne, avec cette mise en garde d'un vice-premier ministre polonais au nouveau syndicat indépendant, avec aussi cet entretien inattendu à Gdansk contre un autre vice-premier ministre que vous connaissez bien maintenant, M. Jagielski, et Lech Walesa. Alors Jean-Alfredo, on a envie de vous demander, est-ce que c'est déjà le temps de la remise au pas? Écoutez, je crois que là, nous sommes en pleine application des accords de Gdansk. Et cela se fait apparemment dans de grandes difficultés. Car d'un côté, du côté des syndicats, il y a le souci de dire au gouvernement « nous voulons l'application de ce que vous avez signé », en particulier ce point 7 des accords de Gdansk sur les augmentations de salaire qui devaient se faire en 3 temps, septembre 80, octobre 80 et janvier 81. Et du côté du gouvernement, l'attitude « ne nous lançons pas dans l'aventure », en particulier avec cette annonce qui a été faite par le syndicat Solidarité d'une grève d'1 heure vendredi prochain, car cela peut mener à la catastrophe. Alors il y a une atmosphère là de tension assez grave quand même. Attitude du gouvernement qui doit être encouragée sans doute par Moscou. On n'a pas vu beaucoup M. Kania depuis quelques jours. Effectivement, nous apprenons là 2 choses. D'une part que samedi, la réunion du comité central qui avait commencé le 6 septembre et qui avait été suspendue seulement, celle qui avait amené tous les changements, vous vous rappelez, va reprendre donc samedi 4 octobre. Et pendant la semaine dernière, il y a eu plusieurs jours pendant lesquels on n'a pas vu M. Kania publiquement à Varsovie. Et de là à dire qu'il a rencontré secrètement, soit à Moscou, soit quelque part à la frontière des dirigeants du Kremlin, précisément avant cette réunion du comité central, je crois que le pas mérite d'être franchi. Et qui va dans le sens que l'on peut dire que ce comité central va bien préciser des limites au-delà desquelles on ne peut pas aller. Alors est-ce que là ça va se traduire par un accord vraiment entre les syndicats et le gouvernement pour appliquer les accords de Gdansk, car on commence à avoir des mots. M. Bartchikovski a lancé ce mot assez fort que les syndicats voulaient conduire le pays au chaos. Et les syndicats eux-mêmes reprochent au gouvernement de dire mais on n'irait pas dans cette attitude, on ne pourrait pas dire cela si vous nous laissiez avertir la population, si vous jouiez vraiment le jeu. Alors je crois qu'il faut s'attendre samedi encore à des décisions nouvelles, car il y a du tirage au sein du parti entre différentes tendances. Et il y a une nouvelle période de tension. Qui commence, oui. Les affaires françaises, maintenant, avec tout d'abord les journées parlementaires du RPR, elles se terminent. On a vu une offensive des partisans de Michel Debré, regrettant, je cite, les propos méprisants de Claude Labbé à son égard. Mais c'est surtout le discours de clôture de Jacques Chirac que l'on retiendra ce soir. Un Jacques Chirac qui s'est placé au-dessus des partis comme candidat potentiel à l'élection présidentielle. De Strasbourg, Daniel Brem. Contrairement à ces jours derniers, les débats ont été houleux cet après-midi, les partisans de Michel Debré ayant beaucoup occupé la tribune. Non seulement ils ont défendu la candidature de M. Debré comme Lucien Neuwirth, mais certains, comme Jean Foyer, ont conseillé à Jacques Chirac d'attendre 1988. Les partisans supporters de Jacques Chirac ont réagi avec autant de vigueur et Hector Roland, avec sa fougue habituelle, s'est porté pour défendre la saillie. Ce matin déjà, le docteur Pons avait expliqué toutes les bonnes raisons qui militent en faveur d'une candidature de Jacques Chirac.
Et Jacques Chirac, lui, dans son discours, ignorant les controverses, n'a jamais évoqué le nom du maire d'Amboise. Mais il a tenu à être encore plus acide, si possible, que Michel Debré dans sa critique de la politique du pouvoir. Ce n'est pas vrai, a-t-il affirmé, que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent. Ils ont du mal à se reconnaître en ceux que les circonstances leur ont imposés. Ils attendent celui qui les entraînera. L'autoportrait de ce héros lui ressemble comme un frère jumeau. Gardons la flamme, a-t-il dit, eux non plus que la cendre. Et sans l'expliquer, il prédit que le paysage politique va changer. Je suis intimement convaincu que les Français, sous les dehors de l'indifférence, attendent confusément que survienne l'événement qui leur permettra de renouer avec leur histoire, de se réconcilier avec la grandeur, de retrouver les raisons d'être fiers d'eux-mêmes et de leur pays. Malgré l'apparence de l'ennui, de la morosité et du doute, il est certain que dans les profondeurs, les choses bougent. Elles sont peut-être sur le point de basculer et nous pouvons avoir aujourd'hui un pressentiment de l'espérance. Si nous restons unis en préfiguration du grand sursaut national qui se prépare et mûrit, j'en suis sûr, les Français demain sauront que l'homme, quel qu'il soit, qui se lèvera de nos rangs, sera bien le seul capable de répondre au destin de la France. Eh bien, la réponse de Michel Debré ne s'est pas fait attendre. Il est en ce moment l'invité de l'émission de France Inter face au public. Pour lui, pas de problème, il reste candidat, quoi qu'il arrive, quel que soit le choix de Jacques Chirac. Nous l'écoutons. Je ne demande qu'une seule chose, c'est que M. Jacques Chirac me soutienne. Oui, mais vous ne lui avez pas demandé votre avis avant d'être candidat tout de même. Il le savait parfaitement. Très franchement, M. Guiclès, pensez-vous que vos auditeurs, nos auditeurs, soient passionnés par ce débat? Ils savent, et vous devez savoir, que je suis candidat. Pour ce qui est maintenant de ce que certains ont appelé l'appel du pied de Jacques Chirac à François Mitterrand, disons que les socialistes paraissent sur la réserve et que le PC en profite pour dire, nous l'avions bien dit, ces convergences entre le PC et la droite existent bien. Autre journée parlementaire, celle de l'UDF, qui se déroule à huis clos, mais en présence aujourd'hui de Raymond Barre. Au Conseil des ministres de ce matin, le plan en vedette, le 8e plan, dont les députés et les sénateurs pourront débattre au cours de la prochaine session. Cette phrase du président de la République, face aux difficultés et au nouvel état du monde, la France a besoin d'un plan. La politique du gouvernement est claire, faire de la France un pays moderne et respecté. Alors avant de vous présenter demain le 8e plan, qui sera commenté par Raymond Barre, voici ce soir avec Patricia Charnelet, un petit rappel historique de ce que fut la planification en France depuis la Libération. L'histoire du plan date de l'après-guerre. Jean Monnet propose alors au général de Gaulle de faire un plan d'équipement et de modernisation de la France. Il invente toutes les grandes idées du plan et notamment la concertation. Pour la première fois, les partenaires sociaux, patrons, syndicats, administrations discutent ensemble. Le plan est né, c'est l'expression d'une volonté économique pour les années à venir. Naturellement, l'évolution des plans, il y en a eu 7 jusqu'à aujourd'hui, dépend étroitement de la situation économique. Pour les 3 premiers plans, il s'agit de reconstruire la France, avec le développement de la production de charbon, de gaz, d'acier et d'électricité, la modernisation des entreprises, l'amélioration de la productivité et l'ouverture des frontières dans le cadre du marché commun. Le 4e plan donne la priorité aux équipements collectifs. C'est la modernisation de la SNCF et la construction d'autoroutes. La compétitivité de l'industrie constitue la grande ambition du 5e plan avec le développement des secteurs de pointe comme la construction aéronautique et l'électronique. C'est alors la belle époque de la croissance forte qui va également marquer le 6e plan avec la poussée du secteur productif privé. Mais la crise pétrolière va bouleverser tous les pronostics, obligeant à corriger en cours de route les objectifs. Ainsi, le 7e plan, qui reposait sur une hypothèse de croissance économique d'environ 6% l'an, doit être remanié, la croissance étant 2 fois moins forte. Désormais, les plans seront de plus en plus difficiles à faire. Les objectifs de l'après-guerre ou ceux d'une période de richesse économique sont évidemment plus faciles à déterminer que ne le sont aujourd'hui les prospectives économiques. La planification française a constitué longtemps un modèle pour les étrangers. Elle doit aujourd'hui faire la preuve de ses capacités d'adaptation à la crise et au bouleversement du monde. Elle est de plus en plus nécessaire à un moment où la prévision économique
est vital pour notre équilibre et pour notre développement. Alors que la guerre entre l'Iran et l'Irak fait prendre conscience à l'Occident de sa fragilité, il est urgent d'établir les scénarios du futur. Toujours au Conseil des ministres, une majoration de 3,3% des traitements des fonctionnaires à compter d'aujourd'hui, et puis une revalorisation des allocations de chômage. Le salaire de référence est relevé de 8,24%. Enfin, le mécanisme de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises devient permanent et sera étendu aux membres des professions libérales. Tout de suite après le Conseil, le chef de l'État déjeunait à l'Élysée en compagnie de savants, ceux qui ont participé à la rédaction du livre blanc sur la recherche scientifique. Valéry Giscard d'Estaing leur a dit combien il attachait d'importance à leurs travaux. Et à titre d'explication, Philippe Dumais a choisi ce soir un exemple de recherche appliquée, c'est-à-dire en l'occurrence ce que l'on commence à faire avec un laser dans l'industrie. Comme tout ce qui évolue, l'industrie applique les dernières recherches, notamment dans le domaine des machines-outils. Et comme les techniques deviennent de plus en plus sophistiquées, on utilise des moyens aussi modernes que le laser, par exemple. Pour faire des découpages, c'est un instrument très précis, mais c'est aussi un outil inusable. L'autre domaine important de l'industrie est celui de la soudure, sans laquelle peu d'objets seraient réalisés. C'est en partie grâce à l'Institut de soudure qui, en faisant évoluer les techniques et les produits nécessaires au soudage, que l'on peut maintenant assembler certaines pièces, et ceci encore grâce au laser. Ce n'est pas pour jouer avec un bel appareil, mais la soudure a l'énorme inconvénient de faire travailler et souvent de déformer les pièces à assembler. Avec le laser, ce risque est limité au minimum. L'autre domaine où les techniques doivent encore beaucoup évoluer est celui du travail sous la mer. Souder un pipeline à terre ou sous 300 mètres d'eau, ce n'est pas du tout la même opération. Si on a pu réaliser de tels soudages en mer du Nord, c'est grâce aux recherches qui ont pu être faites dans cette cloche. En étudiant le comportement des soudures, quelle que soit la pression ou les gaz utilisés, jusqu'à une profondeur de 300 mètres, c'est-à-dire à la limite actuelle de l'intervention humaine. On étudie actuellement la possibilité de faire ce genre de travail par 1000 mètres de fond, mais là, l'homme ne peut plus intervenir. On utilisera à ce moment-là des robots comme celui qui est dans cette machine. Et d'ailleurs, c'est une certaine tendance à l'heure actuelle d'automatiser les procédés de soudage afin d'accroître la productivité. Mais aussi permettre d'exécuter des travaux de plus en plus difficiles et délicats. Il faut beaucoup de précision lorsqu'on veut aller dans l'espace ou sous la mer, et la machine peut alors être bien utile pour réaliser nos rêves ou subvenir à nos besoins. Demain, Pierre Aigrin, secrétaire d'État à la recherche, et Charles Thibault, directeur du CNRS, seront les invités d'Antenne 2 midi. Un invité cet après-midi à l'Élysée, ce matin il y avait Conseil des ministres, André Henry, le secrétaire général de la Fédération de l'éducation nationale. Le président de la République s'est montré très attentif, a dit André Henry, mais nous n'avons obtenu guère de réponse à nos questions, aux questions que nous soulevions. Interpellation ce matin de Pierre Sidos, l'un des dirigeants du mouvement L'œuvre française, ceci dans le cadre de l'enquête sur les attentats antisémites de ces derniers jours, mais l'enquête piétine toujours et la plupart des militants d'extrême droite ont été remis en liberté. Autre enquête, celle qui suit le drame de Montrouge, c'est-à-dire les 2 gendarmes abattus qui viennent d'être cités d'ailleurs à l'ordre de la gendarmerie. La chasse à l'homme a repris dans toute la région parisienne, mais elle n'a pas donné de résultat. Les forces de l'ordre estiment que les cibistes ont quelque peu gêné leur travail, tout en se félicitant de voir des citoyens ne pas rester passifs. Un de nos voisins sous observation maintenant, l'Allemagne. L'Allemagne qui, vous le savez, vote dimanche. Les derniers sondages donnent une facile victoire à l'actuel chancelier Helmut Schmidt face à son concurrent Franz Josef Strauss. Eh bien, ce soir, c'est l'Allemagne de Strauss que nous vous présentons, la Bavière. Michel Meyer. L'église au centre du village, le village bien ancré dans une verdure de carte postale. À Windsor, le monde est encore en ordre. Et ici, on se dit que cet ordre, il faut à tout prix le préserver et le défendre contre les communistes trop rouges et des sociodémocrates d'un rose tout aussi suspect. Aspiration à un ordre des choses lent et stable, teinté d'un zeste de xénophobie, c'est un peu le dénominateur commun de toutes ces contrées ouest-allemandes où l'on se dit fièrement conservateur. La religion joue encore ici un rôle central.
Elle est l'un des derniers systèmes de repères dans un monde dont la rapide évolution a déboussolé des ruraux bon enfants et industrieux. Qui s'étonnera alors que les supporters de Strauss aient choisi la sortie de la messe pour mettre en place leur arsenal électoral? En fait, c'est presque un effort inutile. Ici, dans la région de Windsor, 90% des électeurs votent pour Strauss. En outre, les évêques catholiques n'ont-ils pas soutenu très ouvertement l'adversaire de Helmut Schmidt en reprochant pêle-mêle au gouvernement actuel la dette publique, la loi sur l'avortement et le bureaucratisme ambiant? En Bavière, chez lui, Franz Josef Strauss a donc déjà tiré sa meilleure bière électorale. Il en est tout autrement plus au nord, là où il y a plus de luthériens que de catholiques, là où les couleurs bleues et blanches de la Bavière ont des significations plus exotiques que politiques. Malgré les apparences, le folklore musical et politique de l'Allemagne du Nord est en effet d'une autre sorte que celui de la Bavière, et Franz Josef Strauss ne baigne pas partout parmi des sympathisants. Le fait que le candidat Strauss arrive souvent du ciel comme un messie ou un sauveur de société ne change rien à une certaine réserve de la part de ses publics nordiques. Franz Josef Strauss, le taureau bavarois bouillonnant comme on l'appelle ici, c'est en fait plus une tête d'affiche pour numéro de cirque ou d'arène politique qu'un homme que l'on vient entendre, ou mieux, écouter à cause de ses arguments. Rassemblés par des hommes politiques chrétiens-démocrates dont tous, loin s'en faut, ne souhaitent pas la victoire du candidat, les auditeurs de Strauss attendent moins un orateur qu'un tribun. À chaque fois, ils seront comblés. Ainsi, Franz Josef Strauss a-t-il eu en 4 semaines un contact direct avec près de 1 million de spectateurs. Le fonceur Strauss n'a pas réchigné à la tâche. Au cours de quelques 50 rassemblements, il a répété, on pourrait dire martelé, ses convictions et ses avertissements. Pour lui, l'Allemagne est en perdition, le parti social-démocrate de Schmidt fait le jeu de Moscou, la bureaucratie étrangle les libertés et l'État étouffe dans ses dettes. Ces affirmations émaillent des discours fleuves qui convainquent déjà des convaincus sans forcément lui permettre de gagner d'autres électeurs qui de toute façon sont d'entrée allergiques à son physique, ses formules à l'emporte-pièce et surtout son passé où les scandales sont plus fréquents que les grands moments politiques. Demain, l'Allemagne de Schmitt et après-demain, l'Allemagne des Verts, des écologistes. Les adolescents et la contraception, c'est un sujet qui, il y a seulement quelques années, aurait été considéré comme une provocation. Eh bien, dans 1 heure, le Comité national de l'enfance consacre une soirée des entretiens de Bichat, donc réservés aux médecins, avec le concours de Monique Pelletier à ce dossier. Et il faut savoir que 2 adolescents sur 3 ont des rapports sexuels avant 18 ans. Et la plupart n'ont jamais eu recours à la contraception. Martine Alain Regnault, avant d'interroger un gynécologue, a rencontré une lycéenne de 17 ans dans ce cas. J'ai commencé à 16 ans, j'ai commencé entre guillemets. Et vous n'aviez aucun moyen contraceptif? Non. Ça ne vous a pas choqué? Vous n'avez pas eu peur? Ah si, oui. Non mais bon, au début on est toujours, première relation sexuelle, on est toujours poussé un peu par la curiosité, donc en fait on est très inconscient et on ne pense pas du tout à ces choses bassement matérielles. Mais après, oui, j'ai très peur, c'est sûr. Depuis 1 an, vous continuez toujours sans moyens? Toujours sans moyens, oui. Toujours avec la peur? C'est-à-dire que je sortais avec un garçon donc, qui faisait attention. Et vous n'envisagez pas un jour de prendre des mesures, d'en parler à quelqu'un? Si, je comptais en parler à ma mère parce qu'elle avait des théories assez libérales et puis quand il s'agit d'en parler un peu sérieusement, ça m'a arrêté parce qu'elle me dit il faut d'abord que tu penses à ton bac, si tu commences, ça va te perturber. Donc je lui ai pas dit et puis... Mais elle sait que vous voyez des garçons? Ah oui, elle sait, et en plus âgée, donc c'est ça, je comprends pas, qu'elle est un peu naïve. Hein. Elle croit que vous les rencontrez et que vous ne faites rien. Voilà. Ça l'arrange finalement? Je crois, oui. Ouais. Alors c'est vous qui allez devoir prendre le devant de la conversation? Oui. Est-ce que vous envisagez d'aller voir un médecin sans l'accord de votre mère? Oui, je pense. Ouais. Vous lui en parlerez d'abord, et puis s'il y a un refus, vous irez? Oui, j'irai. Ouais.
Votre décision est prise maintenant. Oui, c'est ça. Alors, Je ne qu'est-ce tiens qui plus à fait continuer comme ça. qu'est-ce qui fait que pendant un an, vous n'avez rien pris et que d'un seul coup, vous décidez que vous allez prendre des mesures? Parce que j'ai eu très peur il y a quelques mois et puis je me suis dit que je ne pouvais pas continuer comme ça, quoi. Mais je sais. Vous vieillissez? Ah oui, peut-être, oui. Je suis plus consciente en tout cas. Oui, ce n'est pas un cas particulier, mais une situation très répandue où le dialogue entre parents et enfants est encore, avouons-le, assez difficile et où c'est bien souvent le médecin qui sert d'intermédiaire. Martine Arogno a donc interrogé l'une de ces gynécologues qui s'entretient avec les enfants et les parents. Les premiers rapports, c'est comme ça. On avait un petit peu l'intention d'avoir des rapports et puis on en a. La contraception est rarement préliminaire. Puis, on a un peu la trouille et on se renseigne. Les jeunes arrivent soit tout seuls parce qu'ils savent qu'on existe, soit adressés par l'équipe médicale de leur lycée, soit adressés par leurs parents qui sont déjà nos clients. Ils viennent chercher la contraception, c'est-à-dire la sexualité sans le risque de grossesse. Voilà la demande technique. Je crois qu'au-delà de cette demande, ils viennent chercher beaucoup d'assurance et de réassurance pendant ce moment difficile qu'est l'adolescence. On est en train de grandir, on n'est plus un petit garçon ou une petite fille, on n'est pas encore une grande personne, on n'a pas de statut social, on a en même temps envie d'être une grande personne dans cette toute-puissance illusoire de l'adolescence, parce qu'après la vie nous enseigne qu'on n'est pas tout puissant. Et ils viennent chercher là à la fois la technique médicale que nous sommes capables de leur donner, et puis une référence d'adultes qui sont là pour les écouter, les aider, et qui ne sont pas dans cette position impossible qui est la position des parents. Être adolescent, c'est impossible. Être parent, c'est encore plus impossible. Et être médecin d'adolescent, c'est peut-être être celui qui est là pour entendre les demandes et donner quelques réponses. Évidemment, la réponse technique. Voilà la pilule, voilà le diaphragme, voilà le stérilet, et voilà comment s'en servir. Et aussi dire, vous êtes une femme, voilà les lois physiologiques de la féminité, voilà comment ça marche, voilà comment on peut faire. Bonne route. Voilà, sans transition parce qu'il faut aller vite. Maintenant, les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé de demain. Elle a choisi, vous le voyez, le 4, le 8, le 13, le 7, le 11 et le 5. La météo, eh bien, aujourd'hui, les températures avaient bonne mine, vous le voyez. Elles étaient assez élevées dans le sud du pays. Demain, eh bien, sur le nord et sur l'est, le temps sera nuageux le matin avec quelques averses suivies d'éclaircies. Sur le sud-ouest, les brouillards matinaux seront encore nombreux. Ailleurs, après une matinée fraîche, comme on dit, le temps, vous le voyez, sera généralement ensoleillé. Dernier journal, Hervé Claude vers 23 h. Demain, antenne de midi. Je vous rappelle que l'invité est le directeur du CNRS et le secrétaire d'État à la recherche. Et puis, nous nous retrouverons demain soir à 20 h pile. Place au football maintenant et à la publicité. Bonsoir à tous.